On va descendre au niveau des différentes thématiques. Donc on va commencer avec les antibiotiques, et là je vais donner la parole au docteur Véronique Mondin. Alors je rappelle donc vous êtes praticien hospitalier donc au service d'infectiologie du CHU de Nice, et vous êtes responsable également de l'unité fonctionnelle d'infectiologie itinérante du CHU. Voilà. Alors, en ce qui concerne les antibiotiques, si tout le monde connaît le fameux slogan les antibiotiques c'est pas cosmétique, puisque les Français sont de gros consommateurs effectivement d'antibiotiques. On parle beaucoup de la résistance aux antibiotiques aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de problématiques qui se posent. Donc le docteur Mondin va nous en parler, et ensuite on va voir comment l'Europe finalement peut intervenir et apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce débat et à parler de ce sujet dont je crois qu'on ne dit pas encore assez de choses, et notamment comme il est inquiétant, préoccupant je dirais, puisque vous savez sûrement que la résistance bactérienne elle existe depuis que les antibiotiques ont été trouvés, mais depuis 10-15 ans on est vraiment devant un phénomène qui explose, un phénomène qui est planétaire. En Europe on est encore relativement épargné, on va voir que pas tous les pays, mais à l'échelle de l'Asie ou de l'Afrique ça prend des proportions dramatiques. Et puis c'est un phénomène qui est dans la communauté. Avant, vous savez, la résistance aux bactéries, on disait que c'était dans les établissements de soins, dans les hôpitaux. Maintenant, en fait, c'est une résistance des bactéries de la communauté, de ville, qu'on trouve dans l'eau, dans les aliments, chez les animaux, etc. Donc c'est très préoccupant, d'autant plus que ça touche des bactéries de notre tube digestif, dont on a des milliards, donc le réservoir de bactéries est immense. Donc c'est vraiment très préoccupant. Alors ce phénomène, il est difficile à chiffrer, mais globalement on sait que 25 à 50 000 décès en Europe actuellement seraient dus au fait qu'on ne peut plus soigner des patients porteurs d'une bactérie très résistante aux antibiotiques. Et ça c'est un peu nouveau parce qu'il y a quelques années, les infectiologues, on n'était pas sûr qu'on pouvait traiter toutes les bactéries, mais disons qu'on avait rarement des soucis dus au fait que nos médicaments n'étaient plus efficaces. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas. On a parfois des bactéries qui ne sont plus sensibles à aucun des antibiotiques dont on dispose. Donc c'est pour ça que c'est préoccupant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à pourquoi. Alors, ce tableau est un petit peu brossé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que fait l'Europe? Alors, l'Europe politique, j'avoue que je ne la connais pas très bien. J'ai regardé un petit peu, bien sûr, étant invitée, ce que la Commission européenne affichait comme travaux sur la santé, notamment sur les antibiotiques. C'est pas toujours très simple de voir ce qui concerne vraiment notre spécialité. Donc, peut-être Mme Rivasi en parlera, je vais lui donner quelques aussi éléments de discussion. En tout cas, l'Europe scientifique, elle travaille de façon très active. Et je voulais signaler un organisme qui s'appelle le European CDC, donc Center for Disease Control, et qui est une organisation qui s'est donné les moyens, peut-être que c'est vous qui avez contribué à ce qu'ils aient ces moyens, qui s'est donné les moyens de recueillir un grand nombre de données sur ce qui se passe dans les différents pays, en termes justement d'organisation des soins, d'antibiorésistance, etc. Et toutes ces données, non seulement sont connues, sont accessibles, et sont transparentes. Et c'est ce que nous reconnaît le monde entier, c'est ce que vous disiez. Il y a très peu de travaux qui sont faits sur pourquoi l'antibiorésistance existe à droite et pas à gauche, etc. Et bien, en Europe, on a plein de données et on peut les exploiter. Et cet état des lieux est assez récent au final, hein, ces 4 ou 5 dernières années. Mais ça nous permet aujourd'hui de pouvoir dire un certain nombre de choses. Ben déjà, il y a un gradient dans la résistance en Europe, un gradient nord-sud. Ce qui veut dire que les pays du Nord, tous les pays scandinaves par exemple, il y a très peu de résistance bactérienne, et les pays du Sud, notamment l'Italie, la Grèce, l'Espagne, etc., il y a beaucoup de résistance bactérienne. Donc une fois qu'on a fait ce constat, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi. Alors bien sûr, la première raison, c'est la surprescription d'antibiotiques. Vous savez qu'on prescrit beaucoup trop d'antibiotiques. Pour vous donner une idée globale, un Norvégien reçoit 3 fois moins d'antibiotiques dans sa vie qu'un Français, et ça c'est des données qu'on connaît depuis des années, pourtant il ne meurt pas plus d'infections, hein, c'est donc on en prescrit beaucoup trop. Cette surprescription, elle dépend de grands nombres de facteurs, des facteurs qui sont organisationnels. Alors vous disiez que l'Europe n'a pas d'impact sur les facteurs organisationnels, mais c'est un petit peu dommage, parce que en fait, le fait qu'il y ait des résistances, par exemple en Italie, beaucoup, et beaucoup moins en France,
c'est aussi dû à des facteurs organisationnels sur lesquels il faut réfléchir, et notamment moins de médecins, moins de formation, moins de laboratoires de biologie médicale, pas de remboursement des actes, donc du coup beaucoup d'antibiothérapie, ce qu'on appelle empirique, c'est-à-dire données sans examen réalisé. Donc il y a bien un moment quand même où il faut qu'il y ait un équilibre qui soit fait si on veut que les gens aient un niveau de résistance qui devienne plus homogène. Et là où c'est très important aussi, c'est comprendre le côté global de l'antibiorésistance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce côté une santé, une seule santé. Ce que disait Olivier, c'est très important de comprendre que les bactéries multirésistantes sont dans l'environnement, sont dans la terre, sont chez les animaux, et que tout ça, ça impacte sur notre santé. Donc il faut réfléchir de façon très globale. Donc cette surprescription antibiotique, elle impacte, et elle est, elle aussi, selon le gradient nord-sud. Il y a très peu de prescription d'antibiotiques dans le nord et beaucoup de prescription dans le sud. Alors on peut discuter de pourquoi, on ne va pas faire toute une liste de facteurs, mais je pense que c'est très important de le savoir et de comprendre les mécanismes. Après, ce que je voulais dire sur l'Europe scientifique, c'est qu'elle travaille à faire des recommandations, ce qu'on appelle des guidelines, qui sont normalement valables pour tous les Européens, donc on essaye plus ou moins de suivre. Et là, ce que vous disiez, c'est intéressant, c'est les projets européens. Alors j'ai une expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance d'être éligible à un projet européen il y a 2-3 ans, et je vais vous donner mon sentiment quand même. C'est-à-dire que pour être éligible à un projet comme ça, il y a des critères scientifiques. Bon, le projet doit être retenu parce qu'il est intéressant. Je vous avoue que j'ai eu 400 000 € pour mon projet, ce qui me paraît déjà une grosse somme. En fait, c'était un projet transfrontalier, c'est-à-dire 200 000 pour les Italiens, 200 000 pour nous. Ce sont les fameux projets Interreg. Voilà, tout à fait. Alors ces projets, ça a servi à financer un médecin, à faire des tas de choses. Mais une fois que le projet a été terminé, projet qui a donné de très bons résultats, qui a permis de travailler déjà en collaboration, de comprendre des tas de mécanismes de différence de pratique, d'aboutir à la création de sites internet, enfin, vraiment d'avoir des résultats tangibles en termes de santé, eh bien, projet terminé, plus du tout de pérennité du projet, puisque le médecin qui avait été recruté pour ça n'a plus de travail, et l'organisation mise en place était terminée. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir derrière ces projets la possibilité, une fois qu'ils sont prouvés, une évaluation scientifique de l'efficacité du projet européen et la possibilité de conserver ce projet, puisqu'il a donné vraiment un succès. Vous voyez. Donc c'est une question que je voulais vous poser par rapport à ça. Donc je termine simplement avec ce petit état des lieux. Il y a aussi, l'Europe s'est rendu compte que pour bien faire de l'antibiothérapie, il fallait des infectiologues. Et je vous pose la question, savez-vous combien il y a d'infectiologues en France ? 300 infectiologues versus 6000 cardiologues, par exemple. Je ne sais pas combien il y a de gériatres. Alors, comment voulez-vous faire de la bonne antibiothérapie s'il y a aussi peu de spécialistes, Donc je pense que c'est quand même très important de comprendre que la formation doit être absolument déployée un petit peu partout, et notamment ce que l'Europe, puisqu'elle a écrit qu'elle voulait faire ça, l'antimicrobial stewardship, c'est-à-dire le conseil en infectiologie, c'est-à-dire ce que je fais, mon travail, c'est-à-dire pouvoir donner à n'importe quel médecin, qui soit dans un établissement de santé ou en ville, un conseil tout de suite, parce que l'antibiothérapie ça n'attend pas, c'est tout de suite, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour aider les confrères à faire de l'antibiothérapie. Alors pour l'instant, ce sont des mots, c'est-à-dire que l'Europe a dit qu'elle allait développer ce concept. Mais je peux vous parler d'expérience là aussi, dans notre service. Tout ça, c'est dans l'air depuis des années. On n'a jamais eu un centime pour mettre en place cette antibiothérapie itinérante. On l'a fait à moyen constant, on a dégagé du travail d'un côté pour faire de l'autre, et il faudrait vraiment que l'Europe comprenne qu'on ne peut pas améliorer les choses sans moyens pour former les infectiologues. Alors, Madame Rivasi, il y a un certain nombre de questions là qui nous intéressent. Donc, sur l'Europe scientifique, le suivi des programmes. Donc, apparemment, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans des programmes avec des résultats, mais pas de suivi. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Comment est-ce que l'Europe pourrait répondre? Est-ce qu'au niveau, par exemple, de la formation également des infectiologues, il y a quelque chose, il y a une réflexion, il y a des financements de programmes en termes de formation qui seraient possibles? Alors, oui, avant de répondre à ça, quand même, je voulais vous dire certaines choses sur l'antibiorésistance. Vous avez dit, alors je vous convie à lire mon bouquin quand même, Le racket des laboratoires pharmaceutiques.
vous allez apprendre des tas de choses là-dessus. Voilà, qui est le dernier livre de Madame Brésil. Voilà, que j'ai fait d'ailleurs avec, très bien, avec des pharmaciens, un pharmacien et puis une juge. Le souci, c'est que vous dites, la France prescrit trop. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand j'ai comparé des ordonnances de la France par rapport à la Hollande, par rapport même à la Belgique, par rapport à d'autres pays, ça n'a rien à voir. Nous, la moyenne, c'est 8 médicaments. Vous allez dans les Pays-Bas, c'est 2 maxi. Vous voyez, donc ça, la surprescription française, ça vient aussi de la formation des médecins. Vous voyez, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que... là, il y a un gros souci. Hein. Bon. Ouais. Donc, déjà, là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on a prescrit énormément d'antibiotiques, d'où les résistances des bactéries. Mais il y a tout le problème des élevages. Parce que vous n'en avez pas parlé, et en ce moment, c'est ma collègue Françoise Grostet qui est rapporteure sur les produits vétérinaires. Et là-dessus, on a un gros souci en France, c'est que les vétos sont jugés partis, puisque c'est eux aussi qui donnent les médicaments. Et quand on a voulu, il y a une médication de masse préventive en plus. Mais voilà, exactement. C'est qu'à un élevage, de façon préventive, on va leur donner des antibiotiques. Et alors là, vous en avez partout, d'où, mais le nombre de bactéries résistantes à ces antibiotiques, c'est énorme. Dans tous les autres pays européens, vous avez la séparation entre le véto et le pharmacien. Alors qu'en France, on n'a pas cette séparation. Et quand on a voulu le faire, il y a eu une levée de bouclier parce que le véto disait on ne pourra pas se si on ne peut pas donner les médicaments. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas à la fois prescrire, parce que dans les élevages, je vous dis, on donne une quantité incroyable. Et tout ça, ça concourt à créer des bactéries résistantes. Alors là-dessus, Françoise Grostet, elle a été très ferme sur les prix. Et à un moment même, la commission voulait qu'on puisse avoir les antibiotiques sur Internet. Alors là, il y a des contrôles. Donc vous voyez, d'où ça vient tout ça quand même. Alors, sur la recherche. Alors, ces milliards qui sont donnés, par exemple dans l'INMI, là, ce que je vous disais sur l'initiative, on a donné de l'argent pour que les labos sortent d'autres antibiotiques. Parce qu'on veut séparer des antibiotiques, vous voyez, qui sont donnés aux humains, et des antibiotiques qui sont donnés au niveau des animaux. Parce que à l'heure actuelle, les vétos, ils donnent les mêmes types d'antibiotiques. Vous voyez, on voudrait réserver quand même une niche pour les humains. Donc là, il va y avoir une liste, vous voyez, où, par exemple, les vétos ne pourront pas trouver ça. Donc, on pousse des labos pharmaceutiques à inventer de nouveaux antibiotiques. Mais ils ne sont pas favorables. Pourquoi? Parce que les antibiotiques, on va les réserver sur des niches, et là-dessus, il n'y aura pas une quantité phénoménale d'antibiotiques qui seront vendus. Donc, vis-à-vis de l'argent qui vont se faire là-dessus, ils ne sont pas très chauds. C'est pour ça que l'Europe, elle aide en plus à trouver des nouveaux antibiotiques. La semaine dernière, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'essaie d'avoir une alternative aux antibiotiques. C'est la phagothérapie. Alors je voulais vous en dire 2 mots, parce que c'est quelque chose de vachement intéressant. Avant, les Français étaient leaders là-dessus, c'était l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur avait fait une bibliothèque du virus très importante, ce qui faisait que quand, alors c'est souvent les militaires d'ailleurs, quand les militaires partaient, vous voyez, quand il y avait par exemple une épidémie de choléra ou une épidémie de peste, tout ça, ils avaient leur cocktail de virus, parce que le virus, alors c'est pas n'importe quel virus, vous voyez, il y a une typologie, et il y a une bactérie qui est associée à un virus, le virus lise la bactérie, c'est-à-dire la détruit. Alors, il y a une bibliothèque, et ces virus sont prélevés dans le milieu environnant. Vous voyez, en général, on aime bien les stations d'épuration, parce qu'il y a des milliards et des milliards de virus. Donc, c'est un être vivant, si vous voulez, qui n'est pas brevetable. D'où les labos, pas du tout intéressés, parce qu'il n'y a pas de profit à se faire. Alors moi, j'ai travaillé avec beaucoup de médecins français, monsieur le professeur Dublanchet, le professeur Pathé, etc. Et on a organisé à l'Assemblée nationale une réunion où il y avait des Belges, il y avait même des Polonais, etc. Parce que quand les antibiotiques sont sortis, on a complètement abandonné ces bactériophages, qui sont des virus. Et qui a gardé ça? La Géorgie, qui a un super laboratoire financé par les Américains, la Pologne et la Russie. Et nous, ce qu'on veut faire, alors c'est pour vous montrer quand même l'influence qu'on peut avoir, quand j'ai vu ça,
j'ai dit, il faut que l'Europe s'empare de ça. Donc je suis allée voir le directeur général de JRC. JRC, si vous voulez, c'est une direction qui s'occupe de tous les risques émergents. Et ils n'étaient pas au courant. Hein. C'est ça qui est assez incroyable. Donc je leur ai fait rencontrer les professeurs français qui étaient très branchés là-dessus, et ils ont dit, ah ben on va mettre du fric. Donc j'ai trouvé 6 millions d'euros. Avec ces 6 millions d'euros, on a fait les premières études cliniques à l'hôpital Percy militaire à Paris et à l'hôpital Astrid, qui est un hôpital militaire, où on est en train de faire des études sur les grands brûlés. Parce que le problème des grands brûlés, souvent ils meurent par infection. On saupoudre, si vous voulez, ces grands brûlés de virus, qui ont été sélectionnés, bien sûr, hein, c'est pas les virus du sida, etc. Donc c'est des virus associés aux bactéries qu'on veut détruire, et plus d'infection. Et en ce moment, on est en train de faire aussi des études cliniques sur les staphylocoques dorés, parce que vous avez avec la résistance maintenant des gens qui sont résistants aux staphylocoques dorés, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si c'est ici au niveau du genou, on leur coupe la jambe, ou on leur coupe le bras. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme solution, moi? Eh bien, c'est des envoyés en Géorgie à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas autorisé en France. Alors, je suis allée voir Marisol Touraine, j'ai fait tous les systèmes, la DGS, la NSL, donc eux, ils étaient partants, mais alors, près de Marisol Touraine, il y a son expert, là, il me dit, oui, j'y crois pas, tatati, tatata. Bon, et donc, je pousse, c'est pour ça que je l'ai fait à l'Assemblée nationale, pour qu'au moins il y ait les ATU, alors vous connaissez, vous les médecins, pour qu'on puisse autoriser à ce qu'on utilise ces cocktails. Mais c'est fantastique, regardez, mais quand vous rentrez chez vous, Google phagothérapie. Le nombre de gens qu'on a sauvés, où il y avait des infections qu'on n'arrivait pas, ce qui coûte une fortune, hein, parce que vous devez savoir, là, quand les gens sont résistants, on ne sait pas comment enlever cette infection, eh bien ils sont sauvés. Et donc, ça joue sur les infections, donc c'est une alternative, parce que souvent on joue antibio et phagothérapie. Mais alors, il faut commander ça maintenant en Géorgie, vous voyez, ces cocktails, pour essayer de soigner ces gens. Et hier même, alors vous voyez que ça a une conséquence sur la salmonelle dans les élevages, eh bien, il y a des recherches qui se font maintenant sur la phagothérapie. Même la Xylella fastidiosa, alors vous devez connaître, vous voyez, cette bactérie qui est en train de détruire les oliviers, plus la vie, etc. Eh bien, il y a des recherches qui sont lancées maintenant sur la phagothérapie. Donc, vous voyez, l'Europe, heureusement qu'il y a l'Europe, parce que ça me permet, moi, d'enclencher des recherches. Et bien sûr, je mets toujours les équipes françaises, qui sont bonnes, hein. Il y a énormément de gens, pour essayer de trouver une parade à cette antibiorésistance qui est redoutable. Alors, voilà, parce que comme on a beaucoup de thèmes... Mais je voulais vous en parler parce que c'est passionné et que les gens... Je sais que vous êtes passionné, on a beaucoup de thèmes et on voudrait aussi donner la parole à la salle. Donc sur ce thème donc, des antibiotiques, de la résistance aux antibiotiques, de ce que peut faire l'Europe, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur? Oui, effectivement, le thème est intéressant, mais c'est dommage que Mme Ménassi, que vous ayez lu, notamment à Saint-Ange, sur les thèmes des ondes et de l'oubli des portables. Et je regrette qu'il n'y ait pas une discussion là-dessus sur notamment les outils. C'est pas le but. Oui, mais ça sera l'occasion. On va s'emparer de on pourra organiser un autre débat. On pourra organiser un autre débat. Sur les antibiotiques, est-ce qu'il y a des... Monsieur? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre exposé sur la phagothérapie. Je comptais vous interroger, et je n'aurais pas du tout posé le problème aussi bien que vous l'avez fait, nécessairement. Moi, j'étais expert auprès des communautés européennes, du gouvernement français, sous l'ancien gouvernement, au SGAE, le secrétariat général aux affaires européennes, l'ancien. Donc, je suis financier et juriste. La libre circulation des produits, c'est une règle essentielle, vous l'avez évoqué indirectement. Quand on applique ce principe à la phagothérapie, on a un obstacle juridique, c'est pas un produit, une bactérie. C'est ça. C'est le statut. Le statut, c'est peut-être sur ça qu'il faut se focaliser. Parce que comme vous dites, excusez-moi, j'essaie de préciser ma réflexion, quand on sélectionne les virus qui servent à traiter, à ce moment-là, tout en restant un produit naturel, ça devient une zone de circulation.
la liberté de circulation. Voilà, fin du message. Excusez-moi, merci. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ou une autre question concernant les antibiotiques, madame? Juste la réponse du docteur Moda. Oui, vous avez posé une question. Et madame Levine a répondu. Ah, sur le suivi. Oui, alors je lui disais que j'ai une solution à son problème. Ah, merveilleux. Laquelle? Parce qu'en fait, il y a un programme santé. Et ce programme santé a mis 500 millions d'euros sur la table pour qu'il y ait des centres de référence européens. Et ça permet justement de faire le lien et d'avoir un suivi. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter un projet à la direction, je vous donnerai le nom de la personne qui s'occupe de ça, pour qu'il y ait un suivi sur les recherches. Mais par contre, sur les infectiologues, c'est la compétence de l'État. L'Europe ne peut pas dire à la France, vous n'avez pas assez d'infectiologues, il faut augmenter la formation des infectiologues. C'est l'État français. Donc c'est Marisol, ça. Hein, ma copine Marisol Touraine, il faut lui dire, il n'y a pas assez. Et alors moi, ça m'intéresse qu'il y en ait plus. Parce que si on développe la phagothérapie, il faut de très bons infectiologues pour identifier la bactérie. Parce que vous voyez, c'est en fonction de la nature de la bactérie qu'on trouvera le virus. D'où l'importance de la compétence des infectiologues. Outre le fait qu'il faut qu'ils forment, etc., tout ce que vous avez dit. Mais le suivi, je pense que c'est dans ce programme-là que vous pouvez l'avoir. Mais ne demandez pas à l'Europe, parce qu'imaginez, c'est 28 États l'Europe. Quand il y a une recherche qui est faite, normalement, vous avez une valeur ajoutée. Et donc, normalement, ça sera au ministère de la Santé du pays, vous voyez, qui est de dire, ben, cette valeur ajoutée, on va l'exploiter et on va la valoriser. L'Europe, elle ne peut pas quand même tout faire non plus. Hein. Je mets un petit bémol quand même. Madame Mondor. Je voulais juste dire un mot pour finir par rapport à l'industrie pharmaceutique. Parce qu'un autre problème qu'on a en ce moment par rapport à l'infectiologie, c'est la rupture de stock d'énormément d'antibiotiques. Et là, je pense que l'Europe a aussi sans doute, dites-le-moi, un rôle à jouer. En ce moment, on est désemparés. Tous les jours, on nous annonce que, ah ben non, cet antibiotique, on ne peut plus le prendre. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une épidémie de syphilis depuis 5-6 ans dans les Alpes-Maritimes, avec un antibiotique de référence, l'extensiline. Il n'y en a plus depuis des années. On est obligé d'aller le chercher en Italie. Donc, je ne sais plus, c'est un produit français. Et donc, du coup, au total, on est dans rupture de stock de nombreux antibiotiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe pour empêcher ce problème? C'est un vrai souci. Mais pour moi, c'est la responsabilité des labos. Parce que vous dites ça, et le DTP, diphtérie, tétanos, polio, on nous dit qu'il y a une pénurie. Alors moi, j'ai fait une enquête. Mais la pénurie, elle n'existe pas au Maroc. Elle n'existe pas en Italie. Pourquoi elle existe en France? Et ça, alors, Marisol, elle a... Attendez. Pourquoi vous fabriquez nulle part? Si. Pourquoi vous dites qu'il y en a au Maroc et en... Il y en a au Maroc. Le DTP, je le trouve au Maroc. Ah ben j'en sais rien. Mais je vous signale que le DTP, il est disponible au Maroc. Ah, mais je sais pas si c'est des vieux stocks alors. C'est plus fabriqué depuis 10 ans. Eh bien, alors, Marisol, quand je l'ai vu, on a fait un débat ensemble. Juste parce que c'est capital, la question. Elle a un levier phénoménal, c'est le prix du médicament. Parce qu'il y a une commission qui s'appelle le CEPS, commission... Alors, on a tout à l'heure justement une thématique médicaments, peut-être que ce serait bien... Oui, mais c'est parce que quand les labos, c'est eux qui organisent la pénurie, ils ne le fabriquent plus. Donc, de deux choses l'une, soit ils se remettent à fabriquer les antibiotiques en question, qui sont en pénurie, avec l'histoire du DTP, et on leur dit, si vous ne les fabriquez pas, on vous diminue de 20% le remboursement de votre médicament. C'est ça son levier. Alors au début, elle me disait, mais je ne peux pas le faire, non, mais vas-y, parce que c'est le privé. Mais je dis, Ségolène Royal, avec son carafon, quand elle a voulu faire la pilule du lendemain, vous vous rappelez quand elle était secrétaire de l'Éducation nationale, elle a dit, il y aura la pilule du lendemain pour les jeunes femmes. Eh bien, un mois après, les labos l'ont fabriquée. Parce qu'elle a mis une pression incroyable. Et bien, elle m'a écouté, Marisol, parce que j'ai vu dans ses dernières déclarations, elle dit, si les labos ne fabriquent pas le DTP, parce qu'en plus il est obligatoire, quand même c'est gonflé, eh bien, je vous sanctionnerai financièrement. Ah ben, ils sont en train de reprendre la production, je sais. Du DTP polio? Oui. Juste pour la France, alors. Ah ben, juste pour la France. Attends, voilà, mais c'est une bonne nouvelle. C'est dubitatif. Ah ben, écoutez... Que l'industrie, dans le monde entier,
fasse un vaccin que pour la France. Mais je vous signale, c'est Sanofi. Non, Sanofi. c'était GSK aussi. Eh bien, il y avait Sanofi qui le faisait. Donc, à partir du moment où Sanofi vous demande de rembourser un médicament, vous lui dites OK, mais vous me fabriquez ça. Vous ne les fabriquez pas, eh bien, j'ai des mesures de rétention. C'est le levier le plus considérable. Et je lui dirais pour l'antibiotique. On arrête là le débat sur les antibiotiques. Pour ce qui est médicaments et vaccins, après, on va pas continuer. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mondin. Merci pour les réponses, Michel Noisy. Et on